Bien bonsoir, bienvenue dans cette principale édition de la soirée. Voici les titres. Anta Babacar Ngom exige la libération de Bougane Gueye Dany. Le leader du mouvement Gëm Sa Bopp a été arrêté manu militari avec ses alliés de la coalition Sàmm Sa Kàddu en vue des législatives. Il voulait se rendre dans les zones impactées par le débordement du fleuve, mais en fait, ils ont été interceptés par la gendarmerie à hauteur de Bakel. Justement, la situation des personnes touchées par le débordement des eaux du fleuve préoccupe plus d'un. Au titre de la famille omarienne, le Khalife général appelle à une solidarité nationale pour venir en aide aux sinistrés. Thierno Madani Tall a fait face à la presse cet après-midi, mais un peu plus tôt dans la journée, c'est le Conseil national du Laïka qui a témoigné sa compassion aux populations du Nord, impactées, je le rappelle, par la crue des fleuves Sénégal et Gambie. Puis la coalition Sàmm Sa Kàddu promet d'abroger la loi d'amnistie portant sur des faits liés aux manifestations politiques ayant secoué le pays entre 2021 et 2024. C'est Barthélémy Diaz, leader de cette coalition, qui l'a fait savoir hier face à la presse. Il n'a pas manqué de critiquer l'exécutif. Vous l'entendrez dans quelques minutes. Bien le bonsoir et bienvenue dans cette principale édition de la soirée. Bougane Gueye Dany a été arrêté ce matin à hauteur de Bakel. Le président du mouvement Gëm Sa Bopp, accompagné de ses alliés de la coalition Sàmm Sa Kàddu, voulait donc se rendre dans la zone fortement impactée par le débordement des eaux du fleuve. Anta Babacar Ngom, membre donc de la dite coalition, dénonce une injustice et exige la libération immédiate de son allié. Mais nous ne pouvons rien faire d'autre à part nous rester ici et attendre, appeler les personnes qu'il faut appeler et essayer de les amener à la raison. Parce que on ne peut pas ne pas aller à Bakel. Jógewuñu Dakar 4 h du matin, 900 km, ñëw ba fii buntu Bakel à 14 km de Bakel ñu ne ñu doo dugg. Ñu dañu ñëw indaale suñuy denrée indaale loo xamante ne gars yi dañ ko soxla indaale ay eau de javel indaale ay saaku, c'est-à-dire que dañu ñëw pour jàppale leen dañu ñëw pour nekk seen wet. Mais on se battra pour arriver quand même à Bakel. On ne peut pas retourner comme ça. Ils ont besoin de nous. Ils ont besoin de nous et ils doivent libérer Bougane Gueye Dany parce qu'il n'a rien fait. Ça, c'est de l'injustice. Encore une fois. Puis des leaders de l'Alliance pour la République étaient quant à eux hier donc en conférence de presse. Ils rejettent la stratégie nationale, j'y arrive, la stratégie nationale de développement Sénégal 2050 et la qualifient d'inadaptée pour notre pays. Birame Faye et ses compagnons pensent ainsi plutôt que le référentiel présenté risque donc de retarder le pays de plusieurs années. Ces membres de l'ancien régime ont aussi contesté les chiffres de la dette publique avancés par le gouvernement actuel. C'est dans ce compte rendu signé Aïssatou Ka et Moussa Dia. Les leaders de l'Alliance pour la République ont fustigé la stratégie nationale de développement Sénégal 2050 et ne le considèrent pas comme une alternative face au plan Sénégal émergent. Selon Birame Faye, ce plan risque de retarder le développement du pays de 15 ans. Fortement inspiré du plan Sénégal émergent, la SND Sénégal 2050 confirme par son contenu et avec éclat la pertinence, la solidité et la justesse du plan Sénégal émergent PSE. En effet, la SND Sénégal 2050 n'est qu'une pâle copie du plan Sénégal émergent Horizon 2035 et ses outils de mise en œuvre tels que le PNADT et le PABAT. Mesdames et messieurs, la simple lecture comparée des deux documents dans leur articulation majeure et édifiante et constitue notre cadre objectif d'analyse. Pape Malick Ndour interpelle la Cour suprême sur les chiffres de la dette publique avancés par le gouvernement et apporte des démentis. Pour nga mën a jël dette extérieure, il faut que nga am l'avis juridique de la Cour suprême. Pour contracter une dette extérieure, l'avis juridique de la Cour suprême est requis. Celle-ci vérifie si la dette est inscrite dans la loi de finances et si elle a été votée à l'Assemblée nationale. Selon leur déclaration, cette dette n'a pas été comptabilisée. La Cour suprême a-t-elle été complice de l'État, oui ou non? Ñu ngi leen di laaj ñu leeral ñu ci loolu.
Par ailleurs, une campagne de collecte de fonds a été annoncée pour venir en aide aux sinistrés touchés par les récentes inondations fluviales. Il faut que les gens arrêtent. Et lolo, on le dit avec la plus grande détermination. Benen bi moy, ñun on va lancer, après concertation avec tout le monde, nos alliés, on va lancer une campagne de collecte de fonds à partir de demain à l'endroit d'abord des membres de Takku Wallu Sénégal, mais de toutes les coalitions et de toutes les populations à partir de demain pour venir en aide aux populations du Nord. Abdoul Mbow a annoncé le dépôt d'une plainte dans l'affaire Azer ce lundi et a plaidé pour la libération de Ahmed Suzanne Camara et du commissaire Keïta afin qu'ils puissent participer à la campagne pour les élections législatives. Et puis vous souvenez-vous de la loi d'amnistie votée à l'Assemblée nationale et qui portait sur les faits liés aux manifestations politiques ayant secoué le pays entre 2021 et 2024. Eh bien, retenez que les leaders de la coalition Sam Sa Kàddu s'engagent à l'abroger une fois à l'hémicycle. Ils l'ont fait comprendre hier face à la presse. Barthélémy Diaz et ses alliés ont également promis de mettre en place la Haute Cour de justice. Les précisions avec Amin Goma. Devant les militants et sympathisants, la tête de liste de la coalition Sam Sa Kàddu, Barthélémy Diaz, pointe du doigt la gouvernance du tandem Diomaye Sonko. Il leur demande de respecter leurs promesses et les qualifie d'incompétents. Il avait dit qu'ils ne feront pas des nominations, mais plutôt des appels à candidature. Qu'en est-il de cela? Actuellement, ils ont nommé jusqu'à nommer n'importe qui. Ils avaient promis de réduire le train de vie de l'État. Ils avaient aussi promis de supprimer les fonds politiques. En même temps, ils avaient fait la promesse aux jeunes de les sortir du chômage. Toutes ces promesses n'ont pas été tenues. Ils ne sont que des incompétents. Ces leaders de la coalition Sam Sa Kàddu prennent des engagements. Thierno Bocoum, membre de la conférence des leaders. Sam Sa Kàddu mettra en place une haute cour de justice dans le mois qui suit la première réunion de l'Assemblée nationale conformément à la loi. Sam Sa Kàddu veillera à ce que la reddition des comptes puisse permettre, le cas échéant, de recouvrer nos deniers publics et qu'elle ne se transforme pas en règlement de compte. Ils n'ont jamais introduit un recours devant le Conseil constitutionnel. Sam Sa Kàddu s'engage fermement à introduire une proposition de loi d'abrogation de la loi portant amnistie sur les faits liés aux manifestations politiques qui ont secoué le pays en février 2021 et février 2024. De plus, il rappelle à Ousmane Sonko ses paroles. Le régime actuel évoque des risques de blocage en cas de majorité du camp de l'opposition, alors que dans une vidéo virale, la tête de liste de PASTEF a clairement déclaré, alors qu'il était dans l'opposition, que, je cite, « donner une majorité à l'opposition ne peut conduire à une situation de blocage ». Face à la presse, les leaders de Sam Sa Kàddu disent préoccupés par la situation dans le nord du pays. Bougane Gueye Dany a invité ses collègues à lancer une collecte pour venir en aide aux sinistrés de cette partie du pays. Et puis dans le cadre des législatives anticipées prévues le 17 novembre prochain, Monseigneur Martin Boucar Tine, évêque de Kaolack, invite les électeurs à sortir massivement le jour du scrutin pour accomplir leur devoir de vote. C'était à l'occasion de la 5e Assemblée générale du Conseil national du laïcat. Ce samedi, l'évêque de Kaolack en a aussi profité pour apporter son soutien et sa compassion aux populations du Nord touchées par le débordement des eaux du fleuve. Nous l'écoutons. Ces inondations sont suite aux pluies diluviennes que nous avons connues ces derniers jours, surtout dans le mois de septembre, fin septembre et
début octobre. C'est une situation inédite que beaucoup d'entre nous n'ont jamais connue. Si j'ai bien lu les informations, c'est peut-être même avant les indépendances qu'il y a eu une situation peut-être comme ça exceptionnellement. Mais c'est pour nous dire que ce que depuis longtemps des gouvernants et particulièrement aussi l'Église, en l'occurrence le pape François, continue à répéter à notre humanité. Un discours qui ne cesse de répéter, qui va dans le respect que nous devons avoir vis-à-vis de notre maison commune qu'est la terre, mais qui malheureusement, ce discours a de la peine à trouver des oreilles qui l'écoutent et surtout des bonnes volontés qui essaient de le mettre en pratique. Je pense que c'est encore là un devoir citoyen de la part de tout citoyen. Quand il y a élection, voilà, les élections, c'est, voilà, on appelle le peuple à se choisir des personnes, voilà, qui vont présider à la destinée de tout un peuple pendant un certain nombre d'années, pendant un mandat. Et donc, c'est notre responsabilité à nous tous, voilà, de prendre cela au sérieux comme de bons citoyens et à aller remplir notre devoir de citoyen. Et puis de son côté, le khalife général de la famille omarienne appelle à la solidarité en faveur des sinistrés dans le nord du pays. Au nom de tous les khalifes généraux, le Thierno Madani Tall exhorte ainsi tous les fidèles à faire des dons qui peuvent ainsi être déposés au niveau des mosquées. Cheikh Oumar Sy s'exprime à son nom. Il appelle aussi tous les hommes d'affaires, toutes les personnalités, tous les gens qui peuvent aider et tous les citoyens à un moment de solidarité qu'ils amènent tout ce qu'ils ont. Que ce soit de l'eau, des matelas, des habits, des médicaments, qu'ils puissent les amener dans les mosquées, des mosquées dédiées, soit à la mosquée omarienne, soit à la mosquée de Massalikul Jinan, soit à la mosquée de Tivaouane. Quel que soit l'endroit où on peut vraiment mettre en relation tous ces dons qu'on peut amener chez les sinistrés, Thierno Madani demande à ce que les gens aujourd'hui se mobilisent pour qu'on puisse aider. Il a dit aussi que chaque musulman doit pouvoir aider son prochain. Et c'est dans ces moments-là, il n'y a pas que l'État qui peut faire. Même s'il a demandé à l'État de fournir plus d'efforts, de mobiliser plus de personnel, de mobiliser plus de moyens, il demande aussi que les citoyens en fassent autant parce que c'est une solidarité nationale et c'est un vécu qui est en train d'impacter tous les sinistrés dans ces zones que j'ai citées à travers le Sénégal. Il rappelle toutefois que ces intempéries-là sont liées aussi au changement climatique, mais aussi c'est un don de Dieu d'avoir de l'eau. Que la pluie vienne, ça c'est un don de Dieu. Il dit que c'était pire qu'on ne puisse pas avoir de la pluie. Mais aujourd'hui que la pluie est là, même s'il y a des dégâts, la pluie et l'eau réparent beaucoup plus qu'elle n'amène de dégâts. Retournons à l'Assemblée générale du Conseil national du Laïka. En marge de celle-ci, son président s'est exprimé sur les finances publiques. Il invite ainsi les experts en matière de finances à expliquer aux Sénégalais ce qu'il en est réellement. La raison est qu'il y a trop de contradictions selon lui. Nous suivons ses explications au micro de Clément Nicolas Tchawa. Qui parle de finances parle d'une question centrale dans la vie d'un État. Donc cela signifie que tout le monde doit s'entendre autour des principes et que ces principes soient déroulés. Maintenant, en termes de finances, c'est un domaine pointu. Et parfois, ce sont les spécialistes qui utilisent. Généralement, le peuple ne comprend pas tellement les chiffres. En tout cas, ce qui est souhaité, c'est que vraiment, concernant ces questions pointues, qu'il y ait des personnes vraiment capables de nous dire la vérité et de nous mettre sur le bon chemin. Parce que si quelqu'un dit des chiffres et quelqu'un les contredit, je pense qu'à la limite, la population ne se positionne pas réellement. Parce que 95% de la population n'a pas les bonnes lunettes pour lire les bons chiffres. En tout cas, ce que je peux dire, c'est vraiment appeler tous ceux qui doivent
tous ceux qui sont porteurs de voix dans ces domaines aussi sensibles, d'être le plus juste possible et le plus véridique possible pour que vraiment les populations aient droit à la bonne information et que cette bonne information vraiment puisse aider le peuple à grandir dans son développement. Justement, sur la situation économique du pays, le ministre de l'Urbanisme, des collectivités territoriales et de l'aménagement du territoire confirme donc les propos du Premier ministre Ousmane Sonko qui disait, je le rappelle, que Macky Sall et ses ministres ont falsifié les chiffres de la dette. Bala Moussa Fofana accuse l'ancien régime. Il dénonce avec la dernière énergie la mauvaise gestion des 12 ans du régime sortant. Pour lui, le président Macky Sall devrait plutôt regretter ses actes. Bala Moussa Fofana répond ainsi aux questions de El Hadj Malick Cissé. Il regrette les propos du Premier ministre, il devrait regretter ses actes. Il devrait regretter ses actes. Il devrait regretter ses actes. Aujourd'hui, il se permet de regretter des propos d'un Premier ministre, des propos qu'il ne peut changer. Parce que personne ne peut changer comment on calcule des ratios d'endettement. Personne ne peut changer comment on calcule les ratios d'un déficit. Personne ne peut changer le fait qu'un compte bancaire qui devait avoir 650 milliards se retrouve avec zéro. Ça, c'est des faits. Regretter des faits, c'est fermer les yeux sur les choses sur lesquelles il devrait faire preuve de rédemption. Aujourd'hui, le président Macky Sall et ses ministres devraient regretter les actes qu'ils ont posés durant ces 12 dernières années. Parce qu'ils ont mis le pays dans une situation budgétaire dans laquelle nous n'avons jamais été. Nous n'avons jamais été à une situation aussi compliquée. Mais heureusement, encore une fois, parce que les mettre devant leurs responsabilités ne change pas le fait que nous avons espoir en l'avenir et que nous savons qu'avec le peuple sénégalais, nous sommes capables de relever les défis. Donc j'aimerais juste rappeler à cet ancien président du Sénégal qu'il ne s'agit pas de regretter des propos du Premier ministre, mais peut-être qu'il doit faire son mea culpa, son introspection et regretter les actes de gestion qu'il a eu à poser et qui aujourd'hui nous amènent à phaser notre action sur 3 niveaux. Pourquoi nous disons redresser, impulser, accélérer? Ce redressement que nous sommes en train de faire, nous le devons à l'ancien régime. Point final des États généraux de l'industrie et du commerce. C'était hier à Diamniadio. À l'issue des travaux, les acteurs et décideurs du secteur ont proposé des solutions pour relancer l'industrie au Sénégal. Les points évoqués sont entre autres le coût de l'électricité et la formation professionnelle. Suivons les précisions du ministre. On a aussi beaucoup parlé des zones industrielles, des réformes foncières qu'on doit faire. On a parlé aussi des PME, de leurs problèmes, de leur financement. Nous avons également parlé de la formation professionnelle, les métiers industriels, la réforme qui est nécessaire au niveau de l'éducation nationale. Et nous avons également parlé des soutiens financiers, des banques, qu'est-ce qu'ils doivent faire pour s'adapter. Le financement au Sénégal est très cher et très difficile pour les PME. Nous avons également parlé de l'accès à l'international, de tous les grands défis. Donc je dois d'abord remercier tout le secteur privé sénégalais. Ce qui était très important, c'est de voir d'abord que ça, c'est juste la première phase de consultation pour comprendre quels sont les problèmes justement de l'industrie sénégalaise, du commerce, et ensuite proposer des solutions. Et là, on a vu beaucoup de solutions. La prochaine étape maintenant, c'est aller dans les 14 régions avec les chambres de commerce, avec les gouverneurs, les préfets, les sous-préfets, mais surtout avec les maires, pour demander à ce qu'eux également qu'ils nous donnent leur opinion, qu'ils nous donnent leur avis, mais surtout de libérer des espaces pour construire des usines, construire des zones économiques spéciales, construire également des zones commerciales, des supermarchés. Donc c'est ça là. Et la troisième étape qui reste à faire, c'est justement le livre blanc. Il nous faut un livre blanc qui va faire des propositions de loi, des propositions de décret, des propositions d'arrêté pour justement changer le statut actuel de la loi, de la législation pour promouvoir l'industrie et le commerce. Pendant ce temps et concernant la grève des agents des collectivités territoriales, le ministre de l'Urbanisme, des collectivités territoriales et de l'aménagement du territoire annonce et rassure par la même occasion donc qu'un protocole d'accord entre les parties sera très bientôt paraphé. Bala Moussa Fofana explique avoir reçu récemment des syndicalistes. Au menu des échanges, la question des carrières en fonction des diplômes, des grades, de l'ancienneté et du mode de recrutement. Nous suivons toujours le ministre de l'Urbanisme, des collectivités territoriales, Bala Moussa Fofana, face à El Hadj Malick Cissé. Nous avons eu 5 heures de travail, de discussion et d'échange.
Et ce qui me réjouit, c'est que j'ai eu en face de moi des représentants qui ont compris l'importance de la communication, mais surtout l'importance du service que nous offrons aux populations. Parce que comme j'ai l'habitude de le dire, une municipalité n'a de finalité que par son offre de services. Et ils ont compris aussi l'importance que le régime attache à cette ressource humaine de qualité dont nous avons besoin au niveau de nos municipalités pour pouvoir servir le peuple sénégalais. Et c'est d'un commun accord que nous avons décidé de travailler ensemble et j'ai très bon espoir qu'ensemble nous allons relever les... Monsieur le ministre, l'intersyndicale et le ministère des collectivités territoriales se sont accordés sur la finalité d'aller vers un protocole d'accord. Oui, ils nous ont amené des propositions. Nous avons pris le temps, nous aussi, d'analyser ces propositions et ensemble, nous pensons que nous pouvons raisonnablement aller vers un plan qui pourrait nous permettre surtout de finaliser la constitution de la fonction publique locale. Comme vous le savez, la fonction publique locale est un processus qui n'était pas encore abouti. Et à travers cet aboutissement, nous allons pouvoir prendre en charge pas mal de préoccupations et le faire de manière collégiale avec les syndicats, avec le personnel, mais surtout avec les maires, parce qu'ils sont les employeurs de ces ressources humaines de qualité sur laquelle nous comptons énormément pour réussir notre défi pour la décentralisation. Parlons à présent de tout à fait autre chose. Dans un contexte de changement climatique avec de nombreux villages, je le rappelle aujourd'hui, envahis par les eaux du fleuve, le village de Pilote Bar, situé à quelques encablures de l'embouchure, vit sous la menace constante de la mer. African Journalist Forum tire ainsi la sonnette d'alarme, surtout après donc la disparition de Dounbaba Dieye et de Cœur Bernard il y a quelques années. Ces membres ainsi interpellent les autorités à Saint-Louis, Montmaralesnian. Situé à une quinzaine de kilomètres de Saint-Louis, le village de Pilote Bar dans le Gandiolé est gravement exposé aux conséquences des changements climatiques. Pour sonner l'alerte, African Journalist Forum, qui vient d'y effectuer une visite de presse, attire l'attention des autorités. Comme l'ont dit les chercheurs avec lesquels nous travaillons, d'ici quelques années, des phénomènes de submersion peuvent avoir des conséquences désagréables sur cette zone côtière, surtout ici à Pilote Bar. Donc Pilote Bar présente des similitudes avec Dounbaba Dieye et Cœur Bernard et nous tous, nous connaissons, nous savons quelle a été la situation à Dounbaba Dieye et Pilote Bar. Donc c'est ça, nous sommes venus aujourd'hui à Pilote Bar pour dire à nos autorités, pour dire à tous ceux qui peuvent faire quelque chose que c'est le moment d'agir pour que cette localité ne se retrouve pas dans la même situation que Dounbaba Dieye et Cœur Bernard il y a quelques années. Si rien n'est fait, les conséquences peuvent être dévastatrices pour ces populations. Pratiquement les populations interviennent dans l'horticulture, donc à travers un certain nombre d'activités qui leur permettent de subvenir à leurs besoins. Malheureusement, avec les changements climatiques, l'avancée de la mer, les phénomènes de salinisation que nous constatons, on voit que l'activité est plus ou moins impactée. Donc à telle enseigne qu'il y a une sorte de migration des populations, surtout des jeunes. Ça accélère un peu l'immigration clandestine. Les jeunes prennent ici, à partir d'ici, il y a beaucoup de jeunes qui essaient un peu de tenter l'immigration clandestine à travers les pirogues. Après la disparition de Dounbaba Dieye et Cœur Bernard, il y a de cela quelques années, à cause de l'érosion côtière, le village de Pilote Bar prend son mal en patience. Et puis la Convention des jeunes reporters du Sénégal anticipe les législatives et renforce les capacités des reporters. Le forum s'est tenu donc ce matin à la Maison de la Presse, oui, où les membres de la structure ont par la même occasion appelé les patrons de presse à mettre les reporters dans de très bonnes conditions et l'État du Sénégal, bien sûr, a assisté les entreprises de presse. Les détails avec Koumba Seye. Parfois, on parle de minutes. Renforcer les capacités des reporters du Sénégal pour les élections législatives du 17 novembre 2024, c'est le but de cet atelier organisé par la Convention des jeunes reporters. Son président, Miguel Ndiaye, revient en détail sur l'initiative. Et cette fois-ci, vu le caractère également, disons, anticipé de ces élections, nous avons senti la nécessité d'organiser cet atelier afin de renforcer donc la capacité de nos membres. Le but, c'est de permettre aux Sénégalais
d'avoir les bonnes informations durant la campagne électorale, de comprendre également quand on parle d'élections anticipées, quelles sont les caractéristiques entre autres. C'est pourquoi nous avons réuni des experts électoraux. Nous avons également fait appel à des confrères, de même que le CNRA, mais également de distribuer des gilets aux reporters donc bénéficiaires de la carte nationale de presse, parce que ce sont des outils qui sont nécessaires pour la protection des reporters sur le terrain. Le président de la CJRS revient aussi sur la rencontre avec les forces de sécurité pour faciliter le travail des reporters sur le terrain. La campagne électorale va durer 3 semaines. 3 semaines, c'est très difficile pour les reporters. Parfois également, c'est très mouvementé. Mais ces gilets également vont participer à l'identification des reporters parce que nous avons eu à organiser récemment avec nos partenaires une rencontre avec les éléments des forces de défense et de sécurité. C'était pour essayer de faciliter donc, les relations sur le terrain. Et cet outil que nous avons distribué également va nous aider dans l'identification. Il invite les patrons de presse à mettre leurs reporters dans de bonnes conditions. L'autre aspect également qui nous interpelle ou bien qui nous préoccupe, c'est la situation donc, des reporters en cette veille de campagne. C'est pourquoi nous demandons aux patrons de presse de mettre donc, tous les reporters dans des conditions optimales pour une bonne couverture. À l'État également d'accompagner les entreprises de presse, d'accompagner les patrons de presse, surtout la presse privée, parce qu'on a 41 listes pour ces élections. Il sera très difficile pour les médias de couvrir donc tous ces candidats-là. 41 listes, et si on ne le fait pas, on ne va pas malheureusement respecter les principes d'équilibre et d'équité. Ces législatives sont anticipées avec 41 listes dans un contexte de crise économique pour la presse sénégalaise. La Convention des jeunes reporters invite les autorités à soutenir les maisons de presse. Un compte rendu signé Koumba Seya. Et c'est la fin de ce rendez-vous avec l'information. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée, excellente suite des programmes en compagnie bien sûr de la télévision d'ici et d'ailleurs.